pouvez rester jusqu'à la fin de la table ronde. Voilà. Bonjour à tous. Nous sommes très heureux de vous retrouver cette année pour ce rendez-vous traditionnel proposé par la TLF à l'invitation d'Atlas autour de questions cruciales pour l'avenir de notre métier. Je profite de cette occasion pour remercier, au nom de l'ensemble du CA de la TLF, Margot Nguyen Béraud, la présidente d'Atlas, et Jan Krambeleng, son directeur, pour leur invitation et pour cet espace d'échange qui est essentiel et qui nous offre tous les ans. L'idée de cette table ronde est née lors d'une rencontre entre le bureau de la TLF et Margot Nguyen Béraud, un petit peu avant l'été. Alors qu'on évoquait ensemble les nombreux sujets métiers qui nous préoccupent actuellement, nous avons fait état d'un débat qui avait eu lieu à propos de la traduction automatique lors de l'Assemblée générale de la TLF du mois d'avril dernier. Si cela fait plusieurs années que les traducteurs sont très attentifs aux évolutions dans ce domaine, et le travail que fournit l'Observatoire de la traduction en témoigne, j'espère que certains d'entre vous ont assisté à la passionnante réunion d'hier. Nous avons malgré tout constaté à cette occasion, lors de ce débat, que les progrès considérables des technologies placées au service de la traduction suscitaient de nombreuses inquiétudes parmi nos adhérents. Force est de constater que les erreurs produites par Google Translate ou DeepL sont nombreuses, mais que ces outils accessibles au grand public peuvent désormais faire illusion. De là à penser que certains éditeurs peu scrupuleux pourraient être tentés de jouer les apprentis sorciers et de demander pour des questions de gain de temps et d'argent à des traducteurs de retravailler des textes littéraires qui seraient passés par une pré-traduction d'intelligence artificielle, il n'y a qu'un pas. Devant cette nécessité pour la TLF, organisation professionnelle reconnue, parfaitement implantée et bien visible dans l'écosystème du livre, de donner à ses adhérents des outils sérieux pour répondre à des demandes qui risquent de se multiplier, nous avons pensé qu'il serait intéressant de faire un pas de côté, à savoir profiter de l'expérience d'autres domaines de la traduction aux prises depuis plus longtemps que nous avec la réalité de la traduction automatique et de la post-édition. Pour cette raison, nous nous sommes tournés vers deux organisations sœurs, que sont la SFT, qui est connue de beaucoup d'entre vous, la Société française des traducteurs, et l'ATA, l'Association des traducteurs et adaptateurs de l'audiovisuel, mais aussi vers nos collègues traducteurs et universitaires qui ont cette lourde charge de former les traducteurs de demain. Nous avons enfin voulu demander au juriste de la TLF, Jonathan Serror, de nous apporter son éclairage sur toutes les questions de propriété intellectuelle soulevées par l'irruption de la traduction automatique dans nos métiers et les éventuels impacts sur notre condition d'auteur. Autour de cette table, j'accueille Anne-Marie Robert, qui représente aujourd'hui la SFT. Vous exercez en tant que traductrice de l'anglais et de l'espagnol, et vous êtes également formatrice, consultante, spécialisée dans les domaines des nouvelles technologies, de la TAO, de la post-édition, de la localisation informatique et multimédia, de la communication technico-marketing. Vous enseignez également dans plusieurs masters en France et vous avez un long engagement auprès de la SFT. Juste à côté de vous, nous accueillons Stéphanie Lenoir. Vous êtes adaptatrice pour le sous-titrage, le voice-over et le doublage. Peut-être que je vous laisserai après faire un petit topo et d'un distinguo entre ces trois techniques. Vous êtes actuellement membre de l'Association des traducteurs et adaptateurs de l'audiovisuel. Peut-être que vous pourrez aussi nous présenter rapidement l'association. Et vous portez un intérêt dans votre action tout particulier aux questions d'automatisation de la traduction et à l'amélioration des conditions de travail des sous-titreurs et des adaptateurs. Juste à côté de vous, Véronique Béguin. Véronique Béguin, vous êtes traductrice littéraire. On vous doit une liste impressionnante de traductions d'auteurs classiques et contemporains. Mais vous êtes également professeur à l'université Bordeaux-Montaigne, où vous enseignez la littérature américaine, la traduction, la traductologie, notamment au sein du master traduction pour l'édition anglais et français. Et vous dirigez ce master. Avec vous, nous aborderons en particulier le sujet épineux de la formation professionnelle en post-édition. Je termine par Jonathan Serror. Vous exercez en tant que responsable juridique de la TLF depuis 2017. Vous êtes à ce titre spécialiste de la propriété littéraire et artistique et du droit fiscal des auteurs. Je vais d'abord me tourner vers vous, Anne-Marie.
Car pour bien comprendre de quoi on parle aujourd'hui, il me semblait essentiel de faire un point sur les avancées technologiques des dernières années. Et vous qui les côtoyez professionnellement depuis plus de 20 ans, est-ce que, auprès de certains de vos clients, est-ce que vous pourriez en quelques traits nous retracer les étapes de ces évolutions et nous dire en quoi nous avons raison de nous inquiéter, de nous alarmer aujourd'hui sur l'évolution de ces technologies? Merci Peggy. Alors l'ASFT remercie l'Atlas et la TLF pour leur invitation. C'est toujours avec grand plaisir que l'ASFT collabore avec ses associations sœurs pour promouvoir et défendre nos beaux métiers de la traduction. Alors la post-édition, qui est consécutive à la traduction automatique ou pré-traduction automatique, elle est apparue en l'an 2000, il y a donc 22 ans effectivement de cela, avec un projet pilote qui s'appelait SAP, donc SAP 2000, et SAP étant un éditeur allemand d'un logiciel de gestion intégrée. Alors à l'époque, ces logiciels étaient de véritables monstres informatiques qui permettent encore de gérer l'intégralité d'une entreprise. Alors ça va du service paye à la comptabilité en passant par les ressources humaines, etc. Et ils étaient à l'époque complètement nouveaux sur les marchés. Alors SAP avait des millions de mots à faire traduire dans plusieurs langues. Il s'agissait de traduire les interfaces logicielles, les rubriques d'aide en ligne, toute la documentation technique, guide de l'utilisateur, les manuels de formation, toute la communication marketing. Et en plus de cela, à l'époque, il y avait 3 concurrents qui développaient exactement le même type de PGI, donc de logiciel de gestion intégrée. Alors, c'était le premier qui allait pouvoir commercialiser son produit, qui allait avoir le plus de chances de percer sur ce nouveau segment auprès des entreprises, en prenant en compte en plus le cycle de vie très court qui est celui d'un produit informatique quel qu'il soit, et ça ne s'est pas arrangé depuis. Alors la moyenne syndicale étant d'environ 2500 mots par jour et par traducteur, bien évidemment ça ne suffisait pas à couvrir les millions de mots qui étaient pressentis dans des délais très courts. Alors dans ce contexte précis, il était vraiment impossible, voire même en quelques mois, voire même en quelques années, 1 an ou 2, d'effectuer la traduction de ces millions de mots dans des conditions, on va dire, de travail traditionnelles, même si la TAO était déjà là il y a 22 ans en arrière et qu'elle l'aidait déjà bien. Alors du coup, les ingénieurs d'un service recherche et développement ont mis au point un nouveau processus qui a consisté à l'époque à intégrer des bases de données terminologiques qui avaient été créées, donc très spécialisées, qui avaient été créées par des terminologues humains, dans des moteurs de pré-traduction automatique. Alors, je vous parlerai toujours aujourd'hui de pré-traduction automatique. Pour moi, la traduction automatique n'existe pas. Elle existe juste technologiquement, oui, mais par rapport à nos professions, je pense qu'il est très important de rajouter le petit préfixe pré-traduction automatique. Ça change beaucoup de choses. Donc, ils ont intégré des bases de données à des moteurs de pré-traduction automatique de l'époque, la première génération, pour produire une base pré-traduite automatiquement, un premier jet, on va dire, un premier jet machine, c'est le terme qui a beaucoup été employé pendant la table ronde de l'Observatoire de la traduction automatique hier. Et ce premier jet était ensuite revu et corrigé par des humains, pour le but étant d'augmenter la productivité journalière. Donc là, à l'époque, on passait plutôt de 2500 mots par jour à 3500 mots. Ce qui était déjà pas mal. Ça faisait à peu près 20 000 mots en plus par personne et par mois. C'était en tout cas les prémices de ce qu'on peut connaître aujourd'hui, où on va plutôt, c'est entre 5 000 et 10 000 mots. En 10 000 mots, je ne sais pas qui fait 10 000 mots en post-édition par jour, mais ça me laisse quand même assez pantoise. Et également, il y avait un processus de contrôle qualité très sérieux avec des réviseurs humains qui repassaient derrière les post-éditeurs. Voilà le principe. Quand j'ai vu ça, étant déjà syndicaliste à l'époque, j'y suis allée par curiosité intellectuelle. J'étais déjà dans les domaines plutôt de la localisation informatique, donc tout ce qui était nouvelles technologies. Donc j'y suis allée, en traînant un petit peu des cas de fer quand même, mais quand j'ai vu que c'était très sérieux et que ça correspondait à des besoins particuliers, j'ai dit, il y a des choses qui sont en train de se tramer, on va les voir. Et du coup, il y a une nouvelle activité langagière, au même titre que la transcréation ou la localisation, et un nouveau domaine de spécialisation qui s'est mis en place, qui est né, et que l'on a appelé la post-édition. Alors, et de l'édition, c'est une très très mauvaise traduction de l'anglais editing.
Alors to edit, c'est bien sûr réviser, mais c'est aussi modifier en anglais informatique. Donc il y a même un jeu de mots qu'on ne peut absolument pas retranscrire en français. Et le terme est maintenant accepté de manière générale en tant que post-édition. Alors pour moi, la post-édition, c'est une activité qui consiste à repasser derrière un texte pré-traduit automatiquement pour le rendre humainement intelligible. Voilà ma petite définition personnelle. Et du coup, le langagier, le post-éditeur, la post-éditrice, elle ne fait pas que de la révision. C'est un petit peu... Bon, pour moi, c'est pas de la révision au sens traditionnel du terme. Hein. On fait beaucoup plus que ça. Pour moi, là, je prends ma petite liste parce que j'ai plusieurs verbes. Un post-éditeur, une post-éditrice, sa tâche, c'est d'évaluer. On fait beaucoup d'évaluation, d'où la charge mentale dont on a parlé hier. Compléter, modifier, corriger, remanier, adapter. Ça, c'est vraiment notre valeur ajoutée en tant qu'humain. Et puis, auto-réviser, auto-relire. Et ensuite, on est révisé par de vrais réviseurs. Donc, c'est quand même un processus qui est tout à fait sérieux. Je parle uniquement de post-édition professionnelle. Je ne parle pas de gens qui bricolent. Voilà. Et pour le volet technologique, du coup, oui, je peux enchaîner sur ce point-là. Donc, j'ai vu l'évolution sur les 25 dernières années. Très rapidement, les moteurs, les logiciels de pré-traduction automatique, ils ont bénéficié d'avancées sans précédent. Et nous en sommes maintenant à la 4e génération. Alors la première génération, la traduction à base de règles, elle reposait sur des règles linguistiques, alors c'est-à-dire grammaticales, syntaxiques, orthographiques, morphologiques, sémantiques, et puis sur des millions d'entrées de glossaires qui étaient programmées par des linguistes développeurs, on les appelait comme ça. Ensuite, la deuxième génération, c'est la traduction automatique statistique qui reposait sur des modèles statistiques qui s'appuient sur des corpus bilingues, donc des traductions qui ont déjà été effectuées par des humains. Hein, et les pré-traductions étaient donc générées à partir de documents déjà traduits. La troisième génération, c'était la traduction hybride, qui associait la traduction automatique hybride, qui mélangeait donc à la fois la traduction automatique à base de règles et la traduction automatique statistique. Et les résultats qui étaient générés ont commencé à être plus qu'acceptables, on va dire ça comme ça. Et on en arrive bien sûr à la 4G dont on a beaucoup parlé hier aussi, donc la traduction automatique neuronale qui repose elle sur les IA, donc les intelligences artificielles, et qui utilise, on va dire, je ne vais pas être très technique, mais un grand réseau neuronal qui fonctionne sur le modèle du cerveau humain. Alors ne me demandez pas comment aujourd'hui là tout de suite, mais en tout cas il y a un bond géant qui a été franchi. Avec cette 4G, il y a maintenant à peu près 5 ans, hein, mais maintenant ça commence à être vraiment sur les marchés. Et comme toute bonne intelligence artificielle, son principe, c'est de s'appuyer sur le deep learning. Le deep learning, c'est l'apprentissage automatique. Et là, c'est là que ça devient extrêmement intéressant, alors inquiétant peut-être, hein, mais en tout cas, technologiquement parlant, ces machines vont chercher des documents bilingues dans le big data, donc les mégadonnées qui sont disponibles sur Internet notamment. Elles s'en alimentent, elles s'en enrichissent, mais toutes seules. Elles vont chercher tout ça toutes seules. Et en plus, elles s'inspirent de traductions humaines. C'est bien ça qu'il faut voir. Et c'est pour ça que donc, les résultats des pré-traductions automatiques qui sont issus maintenant de la 4e génération, ils sont meilleurs en tout cas, hein, et beaucoup plus fluides. Voilà. Et ce que je voulais dire aussi, c'est qu'on a vraiment, tu en as parlé dans ton introduction Peggy, on a un gros problème. On va parler des moteurs de pré-traduction automatique, grand public, gratuits sur Internet, on connaît tous Google, enfin, voilà. Mais moi, je ne suis pas venue pour parler de ça spécifiquement, alors il faut jeter un œil là-dessus aussi. Mais ce qu'il faut que vous voyez aussi, et c'est ce que personne ne voit justement, et dont il faut que vous soyez conscient quelque part, c'est que les grands donneurs d'ordre, les grandes agences de traduction, localisation, etc., de manière générique, hein, elles ont toutes des services recherche et développement qui sont très poussés, elles ont toutes en interne développé des intelligences artificielles, du neuronal,
Et ces produits-là sont propriétaires, ils ne sont pas commercialisés et vous ne les voyez pas, vous ne pouvez pas les utiliser. On ne les a même pas en tant que prestataires pour ceux qui font de la post-édition, on ne les a pas chez nous. Il faut se connecter à un serveur, donc c'est très secret et c'est de ça dont il faudra aussi parler parce que dans le monde de l'édition, c'est ce qui sera mis en place. Ils vont pas vous demander, ils vont pas d'utiliser même la version DeepL gratuite. C'est pas comme ça que ça fonctionne dans un contexte professionnel. Et donc il faut bien d'entrer aussi faire le distinguo entre ces deux typologies d'outils qui sont disponibles. Merci Anne-Marie. Donc on voit une accélération depuis quelques années dans l'évolution des technologies. Comment la SFT s'est positionnée et continue de se positionner sur toutes ces questions? Alors la SFT s'est posé les mêmes questions que la TLF, l'Atlas, etc., l'ATA aussi, à partir des années 2007-2008. Et donc on a dû, alors avec toutes les levées de boucliers également, toutes les fausses idées, toutes les vraies bonnes idées aussi, tous les points de vigilance à observer. Et à partir de 2009, on a essayé de prendre le problème à bras le corps en organisant une journée mondiale de la traduction à l'époque sur cette thématique-là. C'était vraiment très houleux. Et puis on a commencé aussi à publier des articles, notamment dans la revue Traduire, qui est publiée par la SFT Service. Et on a également beaucoup collaboré à la création de la norme sur la post-édition, et oui, il en existe une. Alors, ça a été un très très long combat syndical. Cette norme, elle est sortie en 2017, après 5 années. Quand je dis de combat syndical, c'est une norme internationale ISO. Et donc il y avait les industriels, il y avait des universitaires, il y avait beaucoup d'associations, de syndicats professionnels qui ont collaboré à cette norme. Et ça a été un vrai travail syndical où, très sincèrement, à un moment donné, c'était très très chaud. On était quand même vis-à-vis, on va dire, de grands industriels américains qui voulaient absolument faire figurer noir sur blanc dans cette norme 2 niveaux de qualité en post-édition. Alors ils ont appelé ça, alors ça a été traduit par post-édition superficielle ou légère, light post-editing, et puis la post-édition complète, full post-editing. Nous, on s'est battu, c'est où on parle de post-édition, sous-entendu professionnel, et c'est tout, comme de la traduction, où on n'en parle pas. Et on s'est battu, ça a été très très compliqué, mais on a obtenu gain de cause. On peut faire le distinguo. Donc là, on parle des normes sur les logiciels de traduction. Non, c'est la norme sur la post-édition, c'est pas sur la TAO, c'est la post-édition. Et le distinguo entre le soft et le full editing? Alors du coup, ça ne figure pas dans la norme. Ça ne figure pas. Sauf dans une petite annexe B, il a fallu qu'on lâche un peu de lest quand même, il y a un tout petit paragraphe comme ça. Alors dans cette annexe, il est dit que la post-édition superficielle ou légère consiste juste à enlever, à maquiller le gros, les fautes d'orthographe, de grammaire les plus visibles. Voilà, donc là on ne parle pas de style, on ne parle pas d'adaptation, on ne parle pas de création, on ne parle de rien du tout. Et full, c'est faire son travail intégralement. Après, qu'on soit traducteur, transcréateur, post-éditeur, localisateur, où on est professionnel et on fait son travail, on est même révisé derrière, ça, pour moi, c'est pas vraiment le sujet. Mais en tout cas, ça l'était, et on a réussi à ce que d'emblée, dans cette norme, ne figure pas ce distinguo. Sinon, c'était syndicalement, ça allait devenir très compliqué pour nous si tout cela devenait normalisé d'emblée. Donc ça a été un deuxième point. Ensuite, nous sommes en train de publier, nous allons publier sur notre site web très prochainement une fiche métier sur la post-édition avec des bonnes pratiques. Alors, je ne sais pas si tu souhaites qu'on parle des bonnes pratiques maintenant. Alors on est en train de travailler dessus. On a pour l'instant et donc par rapport au point de vigilance. Bon, dans tous les cas, il faut absolument s'informer, d'accord, mais surtout se former à la post-édition pour acquérir de nouvelles compétences. Alors le triptyque de base, domaine de spécialisation, compétences linguistiques, maîtriser les nouvelles technologies, ça reste comme en traduction, en transcréation, etc. Ça ne change rien. Ce qui est nouveau, et on en a beaucoup parlé hier, c'est cette capacité d'identification, de repérage, de catégorisation de typologie d'erreurs.
Et tout ça, effectivement, ça demande des compétences intellectuelles. C'est vraiment un métier de... On jongle beaucoup, mais c'est pas inintéressant. Et en plus, on se met un point d'honneur à faire mieux que la machine. Donc, il y a un petit défi personnel en tant que l'engagé qu'on se lance aussi. Voilà. En tout cas, veiller à distinguer les bonnes pratiques et puis éduquer notre clientèle. Ça, c'est les donneurs d'ordre, les maisons d'édition, etc. Ça, je pense que ce sera un gros cheval de bataille pour le champ de la traduction littéraire là dans les années à venir. Autre bonne pratique, ne pas utiliser donc dans un contexte professionnel tous ces outils grand public, gratuits qu'on trouve sur Internet. Ils sont pas techniquement, technologiquement parlant au point complètement. Et puis, de toute façon, n'oubliez pas que c'est juridiquement complètement impossible parce que pour des raisons de confidentialité. Du texte source déjà, et puis après de la pré-traduction qui va aussi se retrouver sur Internet. Et pensez à ça aussi. Donc c'est doublement complètement antidéontologique. Autre bonne pratique, être conscient aussi que le volume horaire à traiter, il va dépendre du niveau d'intervention, donc du niveau d'entraînement du moteur de pré-traduction automatique qui va être utilisé, et donc de la qualité du premier jet qui va en sortir. Donc ça, il faut faire des essais, il ne faut pas avoir peur aussi de dire si au bout d'une page, c'est absolument infaisable. Il faut c'est retour à l'envoyeur, au chef de projet, et essayer de dire, il faut absolument améliorer votre moteur, sinon il faut faire traduire. Combattre les mauvaises pratiques. Alors, on a beaucoup de gens qui ont pris l'habitude de faire courir d'énormes volumes de mots à bas coût pour une qualité médiocre. C'est aux antipodes de tout ce qu'on aime dans nos métiers, quels que soient les domaines de spécialisation. Étudier attentivement la question de la protection des données. Donc ça, j'ai ça, Jonathan Le Soin nous parlait de tout cela en détail et en tant que spécialiste tout à l'heure. Et puis se référer à cette norme. Alors je sais que les normes ISO sont payantes, il faut les acheter malheureusement. On ne les trouve pas sur Internet, on trouve juste le sommaire et puis les quelques définitions. Mais ce serait bien quand même que les gens puissent avoir accès au contenu de ces normes. C'est un petit peu compliqué. Donc voilà pour les combats de la SFT. Et puis pour terminer, nous avons jeudi dernier publié notre toute dernière grande enquête sur les pratiques professionnelles. Ça faisait depuis 2015 qu'on n'avait pas pu faire d'enquête. Donc je vous invite à aller récupérer cette enquête sur le site web de la SFT. Et pour la toute première fois, nous avons enfin des chiffres sur la post-édition aussi, ce qui n'était pas le cas dans les précédentes enquêtes. Et donc là, je vais vous donner quelques chiffres qui sont très intéressants sur un échantillon de 1204 répondants qui ont répondu vraiment intégralement à l'intégralité donc du questionnaire. Nous avons 37% des 1204 répondants qui font de la post-édition. On a parmi ces répondants qui font de la post-édition, la part de post-édition dans leur activité professionnelle équivaut à 19,9, donc quasiment 20% en moyenne. Donc, ça aussi, il ne faut pas oublier que ceux qui font de la post-édition, c'est une activité parmi tant d'autres. Voilà, moi, je fais de la localisation, je fais de la post-édition, je fais beaucoup d'autres choses. On fait de la formation, on ne fait pas que ça. Donc ça, c'est un élément aussi à prendre en compte. Parmi ceux qui ne proposent pas de service de post-édition, et 72% d'entre eux ont dit que c'était parce que les tarifs étaient trop bas ou que ces tâches étaient inintéressantes. Et puis, très intéressant aussi, hors partie post-édition en tant que telle, mais sur le volet des outils qui étaient utilisés dans le cadre d'une activité professionnelle, 27% ont déclaré utiliser un moteur de pré-traduction automatique de type DeepL payant, en revanche payant, la version payante qui est quand même un petit peu meilleure et qu'on peut entraîner, et qu'ils l'intègrent directement dans leur outil TAO. Donc ces gens-là font de la post-édition sans qu'on leur demande d'en faire. Donc ils intègrent dans leur process. Voilà. Et on a pu voir aussi par rapport à l'âge des répondants, etc., donc ça c'est les machines qui ont fait tout cela, que c'était plutôt les jeunes générations. Et n'oublions pas, je forme en traduction dans une dizaine de masters en France, tous nos étudiants passent à la moulinette des textes. Je suis désolée, c'est une omerta, il ne faut pas le dire, mais on le voit bien, nous, dans les examens. Il y a des choses, on le sent. Donc tout, ou quasiment tous les étudiants, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, utilisent ces outils de pré-traduction automatique. Donc c'est important quand même de bien informer, former.
voilà ce que je voulais vous dire sur ce sujet. Merci Anne-Marie. On va passer à Stéphanie Lenoir et on reviendra peut-être sur la question de la tarification à la fin de notre discussion, parce qu'elle est intéressante, puisqu'il y a eu des réflexions aussi sur cette question. Stéphanie, vous qui travaillez dans l'audiovisuel, est-ce que vous confirmez la tentation des studios, donc qui sont les intermédiaires entre les producteurs, diffuseurs et le traducteur, les studios chargés du sous-titrage, du doublage des films et des séries et du documentaire, ce qui peut peut-être vous permettre d'introduire et de présenter un petit peu la différence, de faire appel à des traductions automatisées à la post-édition. Oui, alors merci à l'Atlas et merci à la TLF d'avoir invité l'ATA à participer à cette table ronde. Donc je vais rapidement dire ce qu'est l'ATA, c'est l'Association des traducteurs et adaptateurs, c'est important, de l'audiovisuel. C'est une association qui s'est créée, je crois, en 2006, en fait des auteurs de l'audiovisuel confrontés à un problème essentiellement de baisse de tarifs à ce moment-là, ont décidé de se regrouper parce que c'était beaucoup plus facile de se défendre ensemble et c'est ainsi qu'est née cette association qui vise à défendre nos métiers et à les faire connaître. Alors nos métiers, ce sont donc tous ces métiers de l'adaptation audiovisuelle. Quand vous regardez une série à la télévision ou un documentaire en français, que ce soit sous-titré, doublé ou en voice-over, il y a eu à un moment donné un traducteur, un adaptateur qui a adapté le texte. Donc en sous-titrage, on écrit les sous-titres à partir du film qu'on voit. Donc on a une contrainte évidemment d'affichage, de temps, de minimum de texte pour respecter l'œuvre et faire en sorte qu'elle soit visible. Et puis la contrainte aussi de faire passer à l'écrit un texte qui est un dialogue, en fait. On a également la pratique du doublage, où là, on va avoir la contrainte d'essayer de suivre le mouvement des lèvres des personnages pour que le dialogue semble très naturel et qu'il ait l'air de sortir de la bouche des comédiens en étant adapté dans la langue qu'on souhaite. Et le voice-over, c'est la voix des comédiens qu'on entend donc essentiellement pour les documentaires qui vient se poser sur le texte. Donc là, on n'a plus du tout cette contrainte de synchronisation avec le mouvement des lèvres et on est dans une adaptation un petit peu différente. Voilà, pour les différentes pratiques. Alors oui, je confirme qu'on voit arriver de plus en plus de traductions, de propositions de travail de post-édition, de traduction automatique dans le sous-titrage et le voice-over principalement. En doublage, les propositions ne se font pas encore parce qu'on est vraiment dans un travail d'adaptation et d'écriture de dialogue. Et donc, y compris les commanditaires sont conscients que le travail de la machine est encore bien loin du résultat dont on a besoin. Et surtout que le travail de réadaptation derrière et de retraduction va prendre autant de temps que si on faisait le vrai travail de traduction depuis le début. Donc on voit arriver de plus en plus ces pratiques et je voulais rebondir sur l'idée de révision légère et révision totale puisque nous on nous dit, alors évidemment pour que ces pratiques de post-édition, de révision, de pré-traduction automatique soient rentables pour les commanditaires, il faut que ça prenne pas trop de temps, que ça se fasse vite et que ça coûte pas trop cher. Et donc, on demande aux auteurs de faire de la good enough quality. Donc, ça laisse songeur. Qu'est-ce que je peux dire ? Une question, enfin, comment l'ATA suit ces évolutions ? Comment l'ATA s'investit pour aller à l'encontre de ces pratiques ? Alors, c'est le résultat d'un travail de fond depuis la création de l'association, en fait, de faire en sorte qu'on fait tous des métiers très solitaires, où on est chez soi et où il y a aussi, je pense, un peu cette culture de pas trop communiquer sur les tarifs, les pratiques, parce qu'on ne sait jamais si le voisin pouvait me piquer mon boulot ou proposer 1 euro de moins et récupérer le contrat à ma place. Donc ça a été tout ce travail de faire se rencontrer les gens, de créer de la convivialité, montrer qu'on a intérêt à travailler ensemble et à être beaucoup plus transparent sur nos pratiques, qu'elles soient tarifaires ou plus techniques.
Donc ça, ça a été une part importante du travail qui évolue. Donc on crée des événements pour que les gens se rencontrent, etc. Nous avons aussi un forum sécurisé pour nos adhérents. Donc ça, c'est un point très important parce que ça leur permet d'échanger vraiment sur leurs pratiques. Et on a eu des mésaventures sur les réseaux sociaux publics où on s'est rendu compte que les échanges de nos adhérents étaient en fait espionnés par les commanditaires qui ensuite se servaient des informations qu'ils avaient récoltées là. Donc c'est étonnant. Donc c'est très important d'avoir ce forum sécurisé qui permet à nos adhérents de travailler ensemble. Ensuite, le troisième volet, c'est vraiment toujours de travailler dans cette transparence, mais cette fois-ci vis-à-vis du public. Parce qu'en fait, nous faisons, comme tout traducteur, des métiers de l'ombre, et c'est vrai qu'un bon sous-titrage ou un bon doublage, c'est celui qui ne se voit pas. C'est qu'on sort du film en se disant « Ah oui, tiens, j'avais oublié qu'il était en anglais ou en japonais, j'ai tout compris, je ne m'en suis pas rendu compte ». Donc tout notre travail, c'est de rendre nos métiers visibles et surtout de rendre ces pratiques visibles. On a eu un cas très récemment d'un grand laboratoire qui, dans une panique un vendredi face à un volume d'heures trop important, a envoyé un message à peu près à tous ses traducteurs pour proposer un travail de post-édition de sous-titres pour une immense plateforme qui doit ouvrir en décembre, qui est très connue. Et donc, nous avons été alertés par nos adhérents, et puis moi-même, j'avais reçu la proposition. Donc, on a échangé, on a réfléchi, et on s'est dit, peut-être c'est le moment de communiquer, parce que quand même, cette plateforme est très connue, ce laboratoire est très connu. Après tout, pourquoi ne pas dire ce qui se fait ? Et donc, on a un blog, on est présent sur les réseaux sociaux, et donc on a rédigé des petits articles pour expliquer ce qui nous était proposé, comment, dans quelles conditions, et pourquoi ça nous inquiétait. Et c'est assez intéressant de voir les réactions, comment tout à coup, le laboratoire, la plateforme, tout le monde disait « mais non, jamais on encourage ces pratiques, il ne faut pas du tout faire ça, c'est des choses que nous récusons, etc. » Je confirme, il y a eu un vrai bad buzz en fait qui s'est lancé, parce que ça a été quand même assez largement relayé aussi. Et en tout cas, c'est peut-être une piste pour ne pas désespérer de tout ce qu'on entend, mais une piste en tout cas de communication à contrario et de valorisation en fait de notre travail. Pour essayer de montrer justement en quoi notre intervention... Oui, on se rend compte, en tout cas, nous dans nos métiers, alors j'imagine quand même que c'est la même chose dans tous les domaines de la traduction, les clients se disent quand même tous très attachés à la qualité. Et donc quand on arrive à les mettre face à leurs propres contradictions, d'un coup la bulle éclate. En tout cas, jusqu'ici, ça a été le cas. Et je voudrais revenir quand même sur... un peu en arrière, en fait, pour dire que nous ne sommes pas opposés, évidemment, aux évolutions techniques et technologiques qui ont des apports très importants. Nous faisons, en tant qu'adaptateurs de l'audiovisuel, des métiers techniques. En sous-titrage, en doublage, on ne peut pas travailler sans logiciel. Ça se faisait avant, mais ça demandait des calligraphes. Donc on a déjà vu nos métiers évoluer avec des métiers qui ont disparu parce qu'ils ont été remplacés par l'informatique. Pour certains métiers qui étaient presque parfaitement automatisables, je trouve que ce sont des évolutions intéressantes. On voit en sous-titrage également, où il y a une part très technique, où on doit découper le film en sous-titres en fonction de ce qui se passe à l'image, etc. Les logiciels ont beaucoup progressé depuis 15 ans et nous ont fait gagner un temps considérable. Moi, pour un repérage, je peux mettre 4 ou 5 fois moins de temps. Donc là, l'outil technique est très intéressant, on y a recours, on n'est pas opposé à l'évolution technologique. La traduction automatique ou la pré-traduction automatique nous propose une évolution complètement différente. Elle éloigne le traducteur ou l'adaptateur de son rôle de créateur. Donc elle pose vraiment une question, pour moi, presque abyssale. Elle impose aussi une normalisation de ce qu'on produit.
si on se cantonne à ce résultat-là. Et donc, on appauvrit complètement le résultat. On gomme l'apport stylistique de l'adaptateur est complètement gommé par cette machine, même quand il y a une révision. Donc c'est pour moi vraiment cette part-là qui est inquiétante et sur laquelle aussi il faut alerter. Dernier volet, peut-être, enfin il y en a peut-être un autre qui va me revenir, mais sur lequel nous intervenons, nous travaillons avec des sociétés ou des groupements qui développent des logiciels de traduction automatique. On a participé à des groupes de réflexion, on va rencontrer ces gens-là, justement pour essayer de bien comprendre comment sont créés ces outils, comment ils fonctionnent, les questions qu'ils posent, comment ils évoluent, comment ils nous utilisent, parce qu'il y a un volet qui, moi, me semble très important dans cette 4e génération de logiciels de traduction automatique, dont tu n'as pas parlé, il me semble, c'est que la révision humaine, la post-édition, est ensuite réinjectée dans la machine de traduction automatique qui ainsi progresse grâce au travail de révision. Et là encore, on ne sait pas bien qui est propriétaire de quoi. D'ailleurs, ça c'est vraiment... j'attends avec impatience l'intervention de Jonathan, puisqu'on a déjà, même si personne n'ose le dire, on a quand même certains adhérents qui disent moi j'ai déjà fait de la post-édition. Et en tout cas, on a nos organismes de gestion des droits d'auteur qui s'alertent d'œuvres déposées qui sont en fait des œuvres post-éditées. Donc est-ce qu'on accepte de dire que l'auteur de la post-édition est l'auteur de l'œuvre traduite ou pas? Ça, c'est des questions qui sont encore ouvertes et qui se posent alors que la machine est déjà en marche. Merci de ces deux éclairages donc de professions sœurs, très proches des nôtres. On va aborder le volet de la traduction littéraire avec Véronique. Véronique, à Bordeaux, le master de traduction littéraire a envisagé l'introduction d'un enseignement sur la post-édition à la rentrée de septembre 2022. Quelle a été la réflexion qui était derrière l'introduction de cet enseignement ? Oui, alors je voudrais déjà vous remercier, à la fois la TLF et Atlas, et balayer d'emblée quand même les rumeurs qui ont pu courir. Il ne s'agit pas pour nous d'introduire une formation à la post-édition, mais plutôt une information sur la post-édition. Donc, le cheminement a été le suivant. Ce master existe depuis une vingtaine d'années. On va fêter les 20 ans cette année. C'est donc un master spécifiquement dédié à la formation à la traduction littéraire professionnelle. Et dans le cadre des révisions de maquettes que nous opérons tous, responsables de formation, tous les 5 ans, nous avons donc entamé une réflexion sur notre nouvelle maquette il y a 2 ans. Et il m'a semblé nécessaire à ce moment-là d'introduire un module que j'ai proposé à mes collègues d'appeler révision et post-édition. C'est un module qui n'existait pas dans notre maquette. Notre maquette était une maquette assez classique de formation à traduction littéraire avec des ateliers de traduction, des cours de référence culturelle, un stage, un mémoire, des cours de linguistique appliquée à la traduction, des cours sur le métier, des invitations d'éditeurs, etc. Donc là, l'idée, c'était d'introduire ce module intitulé donc, révision et post-édition. Et voilà comment je l'ai conçu, donc avec l'accord de mon équipe pédagogique. C'est un module de 12 heures. 10 heures sont consacrées à la révision. Et dans ce cadre-là, 8 heures sont confiées à un traducteur littéraire, 2 heures à une éditrice qui vient parler de la révision du point de vue des relations entre traducteur et éditeur, ce que fera également le traducteur, mais avec le point de vue du traducteur. Et 2 heures sont confiées à quelqu'un qui est spécialiste de la post-édition, qui est enseignante à l'ESIT, et qui ne va pas former mes étudiants à la post-édition, mais qui va les informer sur la post-édition. Parce que notre réflexion nous a mené à l'idée qu'on ne pouvait pas faire la politique de l'autruche, on ne pouvait pas faire comme si la post-édition n'existait pas. Elle n'existe pas d'une manière elle n'est pas aussi présente en traduction littéraire pour le moment qu'elle l'est dans d'autres secteurs de la traduction, mais on commence quand même à entendre parler de post-édition dans le secteur littéraire.
il nous a semblé qu'il était de notre responsabilité que nos étudiants et nos étudiantes soient informés sur l'existence de la post-édition et, à minima, puissent être armés aussi pour répondre à d'éventuelles commandes qu'ils voudraient honorer, avoir une idée de ce qu'ils peuvent négocier, demander, s'ils souhaitent répondre à ces commandes. Voilà. Donc c'est vraiment 2 heures d'information et non pas de formation. De toute façon, on ne forme personne en 2 heures. Hein. Et donc l'essentiel de ce module, c'est un module de révision auquel on a accroché ces 2 heures sur la post-édition. Voilà. Donc je voudrais effectivement insister là-dessus parce qu'on a responsable de formation, traducteur, on a un peu frémi il y a 1 an ou 2, je ne sais plus quand c'était, mais quand on a vu arriver un module de formation à la post-édition dans une université parisienne, un module que j'avais trouvé personnellement très cher au regard du nombre d'heures qui étaient proposées, je me suis du coup, en préparant cette table ronde, je suis retournée sur le site de cette université, j'ai vu que la page n'avait pas été actualisée, donc je me suis dit que soit le module avait disparu, n'était plus proposé, soit la page n'avait pas été mise à jour. C'est un peu curieux, voilà. Et là, c'était vraiment un module de formation dans une université publique avec un tarif que j'avais trouvé assez choquant. J'ai plus le chiffre en tête, mais j'avais trouvé que c'était quand même assez salé, l'addition, pour le nombre rapporté au nombre d'heures. Donc là, il ne s'agit pas du tout de ça. Il s'agit plutôt, dans le cas d'une formation à la traduction littéraire professionnelle, d'informer nos étudiants sur ce que c'est que la post-édition et sur la manière dont éventuellement ils peuvent ou non d'ailleurs répondre à des commandes dans ce domaine, s'ils le souhaitent. Et est-ce que, à l'instar de la STFT, est-ce que dans un enseignement comme ça, on propose vraiment une sorte de déontologie de la post-édition? Alors, pour le moment, non, puisqu'on n'a pas tellement de... comment dire ? On est en attente justement de données. Donc il n'y a pas eu d'enquête, elle va être lancée, donc il n'y a pas eu d'enquête de la TLF sur les pratiques de la post-édition dans le domaine littéraire. Donc ni moi, ni la personne à qui j'ai confié cet enseignement, alors peut-être qu'elle en a plus, parce qu'elle justement, elle travaille dans le domaine de la post-édition, alors pas dans le littéraire pur, je crois, d'après ce que j'ai compris. Mais moi, je n'ai pas de données, en tout cas, à donner à mes étudiants. Je n'ai pas de réponse à leur apporter dans l'immédiat. Alors le problème s'est posé tout récemment juste avec une ancienne étudiante, pas une étudiante de la promotion actuelle, mais une ancienne étudiante à qui effectivement on a proposé de faire de la post-édition, et donc ça a donné lieu, d'après ce qu'elle m'a raconté, à des négociations entre elle et le commanditaire. Sachant que d'après ce qu'elle m'a dit, le volume de travail était tel qu'il y a eu une espèce d'accord qui a été passé avec l'éditeur sur l'idée que il fallait qu'elle... c'était un petit peu cette idée de, je ne sais plus comment ça s'appelait, là, le good enough quality, voilà, c'était un petit peu ça qui était visé. L'éditeur lui a dit, en gros, il ne faut pas que ce soit excellent, pas de problème, parce que je ne vais pas payer plus que ça, donc il faut corriger, mais à minima, quoi. Voilà, de ce que j'ai compris, effectivement, de ce qui s'est passé. Est-ce que vous pensez que l'édition, la traduction littéraire, par définition, est un peu plus préservée que les autres domaines de la traduction qu'on a évoqués? Je pense qu'en fait, ça va dépendre des secteurs, des genres littéraires. Je pense que, et c'est pour ça aussi qu'il me semble qu'il faut que mes étudiants soient informés là-dessus, dans des secteurs qui leur sont familiers et vers lesquels ils sont attirés. Certains types de littérature de genre, il va y avoir des évolutions, à mon avis, assez rapides. Plus le genre littéraire est codifié, et plus on va aller, peut-être, j'espère pas, mais peut-être vers de la post-édition. Pour un certain nombre d'œuvres de littérature générale, ou même de sciences humaines, d'essais, etc., je pense qu'on a encore une marge de manœuvre assez importante, même si je dois dire que je suis absolument impressionnée par les résultats de DeepL quand on passe des extraits de textes littéraires, y compris des textes littéraires assez complexes. Bon, c'est quand même assez bluffant par moment. Hein. Et de fait, alors ça c'est un peu annexe à la réflexion sur la professionnalisation, mais nos étudiants, effectivement, utilisent DeepL. Hein, ça c'est clair. Au point même que, alors ça m'a vraiment quand même beaucoup amené à me questionner. Une des tutrices du master, à l'occasion des soutenances qu'on a au mois de septembre, m'a rapporté que pendant l'année, une étudiante du master traduction lui avait rendu un travail de contrôle continu qui était visiblement passé dans DeepL. C'est-à-dire qu'on a une étudiante qui est inscrite dans une formation
qui vise à la professionnaliser pour le métier de traductrice littéraire, et elle rend pendant l'année un travail qui est un travail qu'elle a peut-être même pas post-édité, parce que si la collègue s'en est rendu compte, c'est parce qu'elle-même, elle a eu, je ne sais pas très bien quel cheminement l'a amené à vérifier, mais en tout cas, elle s'est rendue compte que l'étudiante avait passé le texte en DeepL. Je trouve que c'est grave en fait que des étudiants à ce niveau-là, parce que bon, on l'attend d'une partie de notre public de première année, de deuxième année, de troisième année, mais du public d'étudiants de Master 2, hein, c'est une formation de niveau Master 2 entièrement dédiée à la traduction littéraire, c'est assez surprenant. Donc la collègue lui a fait refaire le travail en lui disant qu'elle n'était pas dupe et lui a demandé de produire une version personnelle du texte. Voilà. On va peut-être passer à Jonathan. Jonathan, est-ce que en matière de propriété littéraire et artistique, on a déjà vu pas mal balayer un certain nombre de champs, mais quelles sont les conséquences, en règle générale, du recours à l'intelligence artificielle? Et plus spécifiquement, quelles sont les conséquences pour le traducteur littéraire dans le cadre de la post-édition? Alors, d'un point de vue juridique, en fait, l'intelligence artificielle va soulever de très nombreuses questions en matière de droit d'auteur, questions qui ne sont pas forcément, pour lesquelles nous n'avons pas forcément de réponse, dans la mesure où ça reste très très prospectif, c'est-à-dire que c'est une matière qui est en évolution, qui n'est pas encore appréhendée. Au niveau européen, on a quand même le Parlement qui en 2020 a pris acte de cela et s'est dit il va peut-être falloir qu'on appréhende les implications juridiques de cela. Pour autant, à l'heure actuelle, on a une distinction qui s'établit pour vraiment analyser ce qui se passe sur l'intelligence artificielle, où on va distinguer l'amont de l'aval. Donc l'amont, c'est toutes les questions qui se posent avant la génération d'un texte produit par la machine. Et vous verrez que les traducteurs, vous pouvez être concernés à ce niveau-là. Et l'aval, c'est tout ce qui se passe une fois qu'on a un texte traduit, pré-traduit, qui est sorti. Quelles sont les implications en matière de droit d'auteur qui peuvent intervenir là-dessus. Sur l'amont, donc, ce qu'il faut avoir en tête, et Anne-Marie l'a très bien décrit, c'est comment fonctionne la machine. Et aujourd'hui, ces 4e générations d'intelligence artificielle font que la machine est obligée de se nourrir massivement de données. Données, comme a dit Anne-Marie, qui existaient avant la machine, c'est-à-dire qui étaient créées par des humains. Et d'un point de vue juridique, toute la question fondamentale qui se pose, c'est quel est le statut de ces données qui sont utilisées par la machine? Est-ce qu'elles sont protégées par le droit d'auteur? Auquel cas, on pourrait imaginer que la machine qui apprend via le deep learning, en fait, va s'inspirer, s'approprier, reproduire, ce sont des termes qui sont importants d'un point de vue juridique, puisqu'on peut parler de plagiat, de contrefaçon, des éléments protégés par le droit d'auteur. Et vous, traducteurs littéraires qui êtes là, alors Véronique disait que pour la traduction littéraire, on n'est peut-être pas forcément encore là, mais traducteurs littéraires, posez-vous la question, imaginez demain, vos textes sont utilisés, donnés à une machine, et la machine se l'approprie pour le recracher derrière. D'accord ? Et donc, d'un point de vue de droit d'auteur, si on applique les règles actuelles du droit d'auteur, on serait dans de la contrefaçon. Toute la problématique, évidemment, c'est que, pour le démontrer, en fait, nous aboutissons à des textes hybrides. Comment identifier votre propre création qui va s'insérer dans une création hybride? Comment démontrer qu'une partie de votre texte a été plagiée? Sur le plan pratique, ça peut être vraiment délicat. Mais c'est un élément essentiel. Alors, les développeurs d'intelligence artificielle, normalement, doivent établir des standards. Est-ce qu'ils travaillent sur des textes qui sont dans le domaine public? Est-ce qu'ils travaillent sur des textes qui ne sont pas protégés par le droit d'auteur? Voilà, ce sont des vraies questions sur l'amont, sur la façon dont sont développées les machines au regard du droit d'auteur qui peut s'appliquer sur ces métadonnées. On parle vraiment de métadonnées qui alimentent ces machines. On a quand même, je fais une petite parenthèse, on a des exceptions quand même dans le droit d'auteur qui sont mises en place aujourd'hui. Je ne sais pas si vous avez entendu parler du text and data mining. C'est une exception
dans le but de la recherche, qui permet de s'affranchir de l'autorisation des auteurs pour créer une immense base de données et qui permettrait d'être utilisée via l'intelligence artificielle à des fins de recherche. Et on peut très bien imaginer que dans les fins de recherche, il y ait l'intelligence artificielle. Et moi, enfin, ce qui m'inquiète, c'est qu'aujourd'hui, l'exception est cantonnée à la recherche. Demain, si d'un point de vue politique, on estime que en fait, ça peut avoir une vocation universelle, ça peut être utile pour l'humanité, que cette exception soit étendue à des fins commerciales, par exemple. Donc voilà, ça c'est une vraie question, le statut des données qui sont utilisées. Ensuite, quand on s'intéresse au texte qui est généré par la machine, donc on passe non plus sur l'amont, mais sur l'aval, il va y avoir deux questions qui vont se poser. Alors une question qui peut paraître théorique, mais vous verrez que ça a des conséquences, c'est sur le statut du texte produit par la machine. D'accord ? En droit français, l'élément essentiel pour se placer sous l'angle du droit d'auteur, il faut qu'on ait une œuvre de l'esprit originale. Œuvre de l'esprit. D'accord ? Est-ce que la machine a un esprit voilà, bon. Est-ce que le texte créé par la machine est une œuvre de l'esprit original ? Et qui en serait l'auteur ? Je vous disais en introduction qu'on n'a pas encore de réponse à ça. En fait, il y a des réflexions qui sont posées. L'auteur, est-ce que ce serait une machine ? On serait vraiment dans Skynet, au niveau Terminator, je ne sais pas si vous vous souvenez, où il y aurait une machine qui aurait la capacité d'être auteur. Bon, ça, c'est balayé. Est-ce que c'est le développeur du logiciel ? Est-ce que c'est le propriétaire du logiciel ? Est-ce que c'est l'éditeur qui a acheté le logiciel ? Ou est-ce que c'est l'humain qui va intervenir sur le texte recraché par la machine. D'accord ? Qui est titulaire des droits sur une œuvre, alors vraiment on va dire traduite automatiquement ? Voilà, c'est une question qui se pose. Et c'est le deuxième point là qui va vous intéresser puisqu'on parle de post-édition. Quand un humain intervient, juste une précision, pardon. Ce que je disais, c'est qu'en droit français, un auteur est nécessairement une personne physique en plus. D'accord ? On a une exception pour ce qu'on appelle l'œuvre collective, mais on a vraiment, normalement, une personne physique, un individu fait de chair et d'os, comme vous et moi, et pas une machine, qui, en droit français, est l'auteur et a une propriété intellectuelle sur une œuvre de l'esprit. Donc voilà, c'est vraiment quand je vous disais qu'on est dans du très prospectif et qu'on s'écarte des concepts classiques du droit d'auteur, on se place vraiment là-dedans. Et donc, pour le cas de la post-édition, où également vous allez être potentiellement impliqué, se pose en fait la question de la qualification en fait le travail qui va vous être demandé et la qualification de ce que vous allez faire d'un point de vue juridique. Et alors c'est intéressant parce que j'entendais light ou révision full. En fait, ça a vraiment des conséquences sur le plan du droit d'auteur. Je m'explique. Aujourd'hui, un éditeur qui sollicite un traducteur littéraire pour revoir un texte, dans son esprit, il va vous demander de réviser le texte. D'accord ? Il va vous considérer comme un correcteur, un prestataire de service, comme quelqu'un qui n'a pas nécessairement la qualité d'auteur. Or, quand on regarde... Voilà, non, mais surtout quand on regarde le niveau d'intervention, ce que disait Véronique en matière de traduction littéraire, à mon sens aujourd'hui, je ne suis pas traducteur, mais à mon sens aujourd'hui, on n'est pas dans de la correction, on n'est pas dans de la révision, on est dans de la réécriture. Et qui dit réécriture, dit création d'une œuvre de l'esprit originale, même si c'est partiel, même s'il y a une pré-traduction qui existe, dès lors que vous allez réécrire, vous allez créer une œuvre qui sera protégée normalement par le droit d'auteur. D'accord ? En droit d'auteur, ce qui est important, c'est que ce qui permet de déterminer vraiment le déclenchement de l'originalité, c'est à partir du moment où le texte porte l'empreinte de la personnalité de l'auteur. Et à partir du moment où vous réécrivez des phrases, des paragraphes entièrement, le texte, ce sera votre texte. Donc, d'un point de vue juridique, en fait, le curseur va vraiment dépendre de votre intervention, mais en matière de propriété, en matière de traduction littéraire, on peut vraiment estimer que le droit d'auteur a vocation à s'appliquer à la post-édition. Donc, si je comprends bien, si un adhérent te sollicite
en disant j'ai une demande de post-édition, qu'est-ce que tu lui conseilleras d'obtenir un contrat de traduction? Alors, mon conseil, c'est vraiment sur le plan juridique. Hein. Je me positionne pas sur est-ce qu'il faut accepter ou non la post-édition. Sur le plan juridique, ce sont vraiment les conséquences de ce que je viens de dire, mais sur le plan juridique, il va vraiment falloir déterminer quel serait le rôle du traducteur littéraire sur le texte qui lui sera donné. Et donc, le premier conseil, évidemment, le premier réflexe qu'il faudrait avoir, c'est se procurer le texte pré-traduit, j'aime bien le mot pré-traduit, et le texte en VO, d'accord, pour que le traducteur littéraire se fasse une idée de l'apport intellectuel qui lui est demandé. Apport intellectuel, pareil, c'est des notions qui sont importantes en droit d'auteur. Et si l'apport intellectuel, c'est de modifier à la marge le texte qui a été généré, j'aime pas dire créé, qui a été généré par la machine, on pourrait estimer valablement qu'il n'y a pas de droit d'auteur à céder sur sa création. En matière de traduction littéraire, à l'heure actuelle, à mon sens, quand le traducteur aura les deux textes sous les yeux, il va se rendre compte qu'il va devoir réécrire en partie, en profondeur, le texte. Et dès lors, il va falloir qu'il se revendique comme auteur et demander un contrat d'édition, un contrat de traduction, à proprement parler, avec une cession de droit et la reconnaissance de sa qualité d'auteur, d'auteur ou de co-auteur. Mais le problème du co-auteur, c'est ce que je vous disais, c'est qu'on ne peut pas être co-auteur avec une machine. Avant d'aller peut-être sur le volet rémunération, comment est-ce qu'on quantifie? Peut-être que Véronique, tu pourras nous donner des éléments, mais je voulais te poser une dernière question, Jonathan, sur quelle est la situation de l'auteur étranger qui va céder ses droits à la traduction. Est-ce qu'il est informé de la manière dont son texte, son œuvre originale va être traduite? Est-ce qu'il y a là un moyen d'interdire ou d'empêcher la traduction par une machine d'un texte? Alors, encore une fois, c'est une très bonne question. On n'a pas encore de réponse. Hein. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un auteur d'œuvre première, donc pour les traducteurs qui sont ici, on va penser en termes d'œuvre étrangère, il va céder des droits pour l'exploitation de son texte dans sa langue, mais il va céder des droits pour l'exploitation de son texte dans une langue traduite. D'accord ? Dans le cadre de la cession des droits, nulle part n'est précisé qui serait l'auteur de la traduction. Sauf dans des cas très, très particuliers, très rares, où on a un intuitu personnel entre les traducteurs et les auteurs. Donc, l'auteur autorise, à travers cette cession, la traduction, mais n'en précise pas les modalités. Donc, à l'heure actuelle, c'est pas encore déterminé. À mon sens, quand même, en droit d'auteur, on pourrait faire valoir quand même les droits moraux. Les droits moraux qui sont attachés à la personne de l'auteur permettraient, dans une certaine manière, de limiter, on va dire, la traduction automatique, en estimant que cela pourrait porter un préjudice quand même à l'auteur de l'œuvre première. Ensuite, d'un point de vue déontologique, un éditeur qui ferait l'achat de droits étrangers pour faire une traduction automatique se devrait vraiment d'informer l'auteur, son éditeur ou son agent étranger de la façon qu'il a de traduire. Et à terme, ce que je pense, c'est que les éditeurs étrangers, les agents étrangers vont développer des pratiques contractuelles, encore une fois ça reste prospectif, mais qui vont développer des pratiques contractuelles qui autoriseront la traduction en excluant la traduction automatique. Je pense que ça peut avoir du sens de se dire que quand on est à la foire de Francfort, qu'on cède des droits, dans les contrats, moi je veux que mon texte soit de bonne qualité à l'étranger, je cède des droits, mais en interdisant la traduction automatique ou à contrario, enfin on va dire l'autre formulation, c'est en imposant un traducteur littéraire humain. Et dernière question qui va peut-être aussi actuellement, est-ce qu'il y a une obligation pour un éditeur qui ferait appel à la traduction automatique de signaler que l'auteur, donc s'il y a eu intervention de traducteur pour de la post-édition en tant qu'auteur, on a une obligation légale prévue par le CPI d'indiquer le nom du traducteur, de l'auteur, mais est-ce qu'il y a une obligation actuellement de mentionner ou de signaler l'intervention d'une intelligence artificielle? Non, en réalité, il n'y a aucune obligation, puisque
enfin, ça découle de ce que je dis, c'est qu'à partir du moment en fait, où il n'y a pas d'auteur, on n'est absolument pas dans le droit d'auteur, et donc l'éditeur n'a aucune obligation de dire que son texte a été généré par la machine. Et donc le public, le lecteur qui va avoir un livre traduit par la machine entre les mains et qui n'est pas familier avec les problématiques de traduction n'aura pas forcément conscience du fait que son texte n'a pas été généré par l'humain. Je vais peut-être juste conclure sur les questions de... Oui, vas-y, Véronique. Je voudrais juste, dans le sillage de ce que disait Jonathan tout à l'heure sur la question des droits d'auteur ou pas droits d'auteur, je voudrais citer, dans le sillage d'une conversation qu'on a eue donc, au téléphone, je me disais que la post-édition s'apparente à ce qu'on fait quand on est dans le domaine de la retraduction, pas de la retraduction from scratch, mais de la révision de traduction, en fait, plus spécifiquement. Du coup, j'ai enquêté auprès d'une éditrice qui justement, était en train de travailler sur un manuscrit de révision de traduction. Et je lui ai demandé comment c'était traité par l'éditeur du point de vue de la rémunération. Et elle m'a dit que c'était traité en pourcentage de droits d'auteur. Donc, un traducteur à qui on demande de réviser une traduction existante est payé en droits d'auteur. Voilà. Elle ne m'a pas dit le pourcentage, je n'ai pas voulu non plus enquêter parce que je savais de quoi il s'agissait, etc. Donc c'est comme relativement confidentiel, mais voilà, c'était pour compléter de ce point de vue-là. Le pourcentage et pas avec un avaloir Non, ça je ne suis pas sûre. Et autre chose sur la question des formations, juste, ça date d'il y a 2 jours, j'ai vu passer, certains d'entre vous peut-être qui sont abonnés à la liste traductologie de Nicolas Freliger l'ont vu passer également, un courrier d'une doctorante de l'ESIT qui fait des sondages sur le type de contenu que doit proposer une formation à la post-édition. Donc elle fait un recueil de données des besoins à la fois des traducteurs et des entreprises. Donc vous avez peut-être vu passer ça et j'ai trouvé que voilà, ça tombait à un moment intéressant. Oui, un petit ajout, et après on va peut-être passer à quelques questions du public. Très rapidement, donc juste pour redire que évidemment on n'est pas opposé à la pré-traduction automatique, mais que pour nous, ATA et adaptateurs de l'audiovisuel, ça doit rester un outil, et un outil comme un autre, comme on est passé du dictionnaire papier au dictionnaire numérique. Et juste, j'ai oublié une précision sur ce qui se passe au niveau des prestataires et ce qui peut nous alerter. On a vu déjà depuis, moi c'était il y a 5 ans, la première fois que ça m'est arrivé, une grande plateforme américaine au logo rouge nous demande, donc là c'est un exemple précis, mais ça se poursuit au fil des années, ils font évoluer nos outils de travail, ils nous imposent de traduire dans des tableaux Excel ou de plus en plus dans des plateformes en ligne. En fait, au début, on ne comprenait pas très bien pourquoi. On se disait que c'était au titre de la normalisation. D'ailleurs, c'est ce qu'ils mettent en avant. En fait, on comprend petit à petit, avec le recul maintenant, que c'est une manière d'exploiter plus facilement nos données. Et là, je ne sais pas vers qui me tourner, mais il y a vraiment une alerte à avoir parce que ce sont des clients qui nous font signer des contrats qui font une 40aine de pages, qui sont rédigés en anglais. Donc on est traducteur, mais moi je ne suis pas traductrice juridique. Pour un travail qui va me demander 5 jours, lire un contrat en anglais de 40 pages, on doit signer ça et ensuite travailler dans ce tableau Excel. Et nos données vont, évidemment, on ne sait pas où, mais on a quand même une petite idée. Peut-être juste Anne-Marie sur la question de la tarification, parce que la SFT a mis en place une grille de tarification de la post-édition. Alors, c'est en fait plutôt les résultats de l'enquête qui ressortent. Hein. Alors, juste hors champ littéraire, la pratique en post-édition professionnelle, hein, je ne vais parler que de ça, la pratique veut qu'on soit payé environ les 2/3 du plein tarif. Alors, pourquoi les 2/3 ? C'est 66%. Pourquoi ? Parce que hors champ littéraire, on travaille avec des outils de TAO exclusivement. Et dans les outils de TAO, on a une tarification dégressive qui est mise en place avec des 100%, c'est-à-dire des phrases qui ont déjà été traduites intégralement par des humains, à relire, donc, qui vont remonter de la mémoire. On a ensuite à peu près de 75 à 99%, on récupère des phrases qui ont déjà été traduites par des humains, mais qui sont un petit peu différentes. Donc on va les mettre à jour, on va les actualiser. Et là, le troisième cas de figure, ce sont les 0%, les no-match, que d'habitude nous traduisons intégralement en traduction traditionnelle. Et là, on ne part plus jamais from scratch, comme tu disais, à vide. On a toujours une pré-traduction
automatique machine qui est intégré. Donc là encore, on fait de la relecture, actualisation sur des humains, des remontées humaines. Et quand il y a des 0%, on les post-édite. Donc c'est tout un système. Et dans cette grille tarifaire avec ces analyses machines, donc avec des outils de TAO cette fois-ci, on arrive, tout ce qui est entre 0 et 74%, en gros, c'est considéré comme devant être traité intégralement, et là, c'est pré-traduit automatiquement, et c'est à peu près les 2/3 du plein tarif. Alors, de ce côté-là, il n'y a pas trop de sujets, d'ailleurs, on l'a vu aussi hier pendant la table ronde. Côté rémunération, les industriels aussi se sont bien rendus compte qu'il fallait un petit peu calmer les jeux, et la rémunération n'est pas forcément un sujet, donc c'est plutôt un bon point pour nous, au moins sur ce volet-là. Mais ça a été aussi un gros combat, hein. Donc là, au moins, ça, c'est à peu près assaini. Et dans l'enquête de la SFT, ce qui en est ressorti pour les 37% qui ont déclaré avoir fait de la post-édition, c'est qu'en moyenne, le tarif au mot source en post-édition est de 0,09 € par mot source, donc c'est quand même plutôt pas mal. Donc il y a eu toute une éducation de fait. Alors attention, là, c'est une moyenne, hein. On a eu pire et on a eu bien mieux. Voilà. Donc il faut aussi lire et analyser ça de manière un peu plus complète. Et on note aussi une tendance, ça c'est plutôt positif aussi pour nous, parce qu'en tout cas à la SFT, on se bat, on aimerait depuis des années être plutôt que d'être payé au mot source, être payé à l'heure. Il y a une tendance quand même de tarification à l'heure en post-édition, donc ça c'est plutôt bon signe aussi. Alors maintenant, pour tout ce qui est le grand n'importe quoi, le full n'importe quoi, traduction légère, enfin post-édition légère ou superficielle, là c'est la porte est ouverte à tous les excès, on voit des tarifs, c'est pas possible. Il faut vraiment éduquer nos donneurs d'ordre, il faut vraiment leur expliquer, et nos prestataires, enfin, en tant que l'engagé aussi, on se doit de s'informer, de se former, parce qu'on ne peut pas, il y a certaines choses, on ne peut pas les laisser passer. Ou alors ce sont des gens qui travaillent sur le marché noir aussi, parce que c'est pas possible de pouvoir gagner décemment sa vie en payant ses charges sociales et fiscales en France à l'heure au jour d'aujourd'hui, en acceptant des tarifs aussi bas, même si c'est pour juste enlever quelques petites coquilles. Non, c'est pas possible. Voilà, là c'est la syndicaliste qui pique sa crise, mais franchement, il arrive un moment aussi, il faut se poser des questions. Mais les tarifs sont plutôt... Alors, en revanche, il faut bien négocier son plein tarif. Ça, c'est encore un autre sujet. Merci à tous et à toutes pour vos interventions. On va peut-être prendre quelques minutes. Ouais, pour le micro, pour les questions dans la salle. Oui. Alors si, pour nos actes, vous pouvez dire votre nom avant d'intervenir, ce serait bien. Merci, Antoine. Bonjour, Antoine Cazé. Merci beaucoup pour cette table ronde très très intéressante. Je voudrais juste rebondir sur ce que tu disais, Véronique, sur la révision de traduction, la reprise de traduction, ce que j'en ai fait, c'était il y a 15 ans déjà. Mais pour aller à l'inverse de ce que tu disais, le contrat, alors c'était un grand éditeur français que je ne peux pas nommer, mais je lui donnerai un surnom, on va l'appeler GG. Et donc GG avait demandé de faire une grosse reprise de traduction, plus de 1000 pages, et le contrat n'était pas du tout un contrat avec des pourcentages sur les ventes. C'était un forfait bien inférieur à ce qu'aurait été un avaloir pour une traduction. Et je pense que le raisonnement qui prévalait pour établir le montant de ce forfait, c'était que finalement la révision de traduction, c'était beaucoup plus facile à faire et beaucoup moins engageant intellectuellement qu'une vraie traduction. Or, il s'est avéré que la traduction de départ était désastreuse et il a fallu réécrire, comme tu disais, énormément. Je me demandais d'ailleurs si on ne pouvait pas considérer les traducteurs automatiques, même s'ils sont parfois très bons, mais enfin comme des traducteurs relativement incompétents, et donc aborder la question sous cet angle-là, c'est-à-dire qu'on a quand même une marge de manœuvre, comme tu l'as dit. Donc j'ai trouvé très intéressant aussi, pardon, j'oublie votre nom, la première intervenante, tout ce que vous avez dit sur Anne-Marie, oui, voilà, sur les qualités requises pour faire de la post-édition. Je crois que ça c'est vraiment une piste qu'il faudrait vraiment transmettre ce message. Ça demande de très grandes qualités égale à celle d'un traducteur. Donc il n'y a pas de raison que ce soit moins payé, en fait. C'est ça mon point. Et donc je me demande si les pratiques ont réellement évolué. C'était il y a 15 ans ce que je raconte là. Est-ce qu'aujourd'hui, véritablement, tu as mentionné un exemple, Véronique, mais est-ce qu'on sait si ce type de reprise de traduction
est payé systématiquement en droit d'auteur ou Ben là, est-ce qu'on il est s'agit toujours- de GG, justement. Ah, c'est le GG. Donc tu vois, GG a évolué. Ah, ben c'est bien. GG tant a mieux. évolué, mais c'est une collection chez GG. Donc peut-être que dans d'autres collections de chez GG, on trouvera d'autres choses. Non. Oui. Moi, j'aimerais rebondir sur ce que vous venez de dire et je lisais aussi pour préparer cette table ronde différentes documentations. En fait, quand on révise une pré-traduction produite par une machine, mais comme quand on révise une traduction faite par un humain, en fait, on travaille avec deux sources qu'on doit comparer. Et donc, en fait, la mobilisation intellectuelle est beaucoup plus importante. Et la manière dont on peut mobiliser sa créativité propre et produire quelque chose d'original et trouver une solution originale, en fin de compte, c'est beaucoup plus difficile. Et il y a des études qui le prouvent. Donc, pourquoi on serait payé moins pour faire ça ? Oui, ça a été très clairement montré hier lors de l'observatoire sur cette surcharge cognitive en ayant deux textes Après, sous les yeux. est-ce que je peux compléter parce que je laisserai la parole après pour une question, mais je voudrais compléter sur cette histoire justement de révision et avec quoi ça peut être comparable, enfin la post-édition. Il me revient en fait un cas personnel, début de carrière, on me demande de réviser une traduction qui est rendue à un éditeur et qui est désastreuse. Et ce qui s'est passé en fait en termes de rémunération, c'est que c'est moi qui ai touché le 3e tiers. Parce qu'en fait, j'ai consacré un temps phénoménal à réviser cette traduction où il y avait vraiment des énormités. Et comme l'éditeur considérait que le travail avait été mal fait, alors, à la décharge du traducteur, il n'était pas traducteur littéraire. Donc l'éditeur avait fait appel à quelqu'un qui n'était pas traducteur littéraire et qui s'est retrouvé, et donc il s'est retrouvé, crogeant comme devant, si je puis dire, avec une traduction ni faite ni à faire. Mais enfin, le résultat des courses, c'est que le traducteur initial a touché les deux premiers tiers et que c'est moi qui ai touché le dernier tiers. Voilà. Donc voilà un cas qui est un peu annexe, mais qui quand même relève aussi de la révision post-édition. Oui, alors Christine Raguet. Moi, c'était pour rebondir aussi. Premièrement, bon, simplement très vite, une fois, il y a une trentaine d'années, pour une traduction littéraire qui avait été initialement refusée, je ne le savais pas, je n'ai pas su qui avait fait. L'éditeur, pour me rendre service, m'a donné le texte. Il me dit « Ah tiens, si tu veux utiliser le texte ». Bon, j'ai essayé. Au bout de 2 pages, je l'ai mis à la poubelle et j'ai tout recommencé au départ. Donc, ça confirme complètement. Deuxièmement, j'ai pas mal échangé avec des collègues canadiens qui sont quand même très en avance sur tout ce qui est post-édition, révision. Et là, il m'a été confirmé que non seulement pour être post-éditeur, réviseur, tout ce qu'on peut appeler, il fallait avoir des compétences de traducteur littéraire impeccables, plus des compétences de réviseur, c'est-à-dire une formation plus importante. Donc ça, c'est une chose. Ensuite de ça, justement, pour rebondir toujours là-dessus, j'ai quand même l'impression, donc par rapport à ce que tout le monde a dit, ce que Jonathan a fait remarquer, que l'enjeu essentiel est celui de l'argent du point de vue des donneurs d'ordre, quels qu'ils soient. Donc c'est un problème à prendre en compte. Et une petite question, en ce qui concerne l'audiovisuel, est-ce que le fan dubbing ne risque pas de poser des problèmes aux traducteurs existants, parce qu'il existe à travers le monde, bon, et ça se pratique depuis longtemps, des traductions quasi immédiates de toutes les séries qui sortent, les gens les suivent à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, et produisent automatiquement ou presque, je ne sais pas comment, des traductions. Est-ce que ça n'est pas quelque chose qui risque de poser un problème à cette profession, voire d'autres professions? Voilà. Je vais répondre très très vite parce que c'est un tout petit peu, je crois, à côté de notre sujet. Le fansubbing a posé beaucoup
Ouais, le fansubbing a posé beaucoup de problèmes à notre profession, a causé beaucoup de torts, mais c'était il y a une dizaine d'années, avec vraiment un effondrement total des tarifs et une dégradation infernale des conditions de travail. On nous a demandé de travailler d'un coup en 24 heures, puisque des fans partout dans le monde étaient capables de le faire, y compris la nuit et le week-end. Mais on est quand même très loin de la traduction automatique, parce que là, ce sont des humains, donc ce sont des humains qui interviennent presque au black, comme tu disais, sans qualification, sans formation, et donc le public s'est habitué d'une certaine manière aussi à une qualité dégradée et à des pratiques dégradées. Donc ça a été en effet dévastateur, mais finalement on remonte la pente, parce que petit à petit tout le monde s'est rendu compte que c'était quand même pas aussi bien que quand c'était fait par des pros. Voilà, on est pris par le temps. Je vais peut-être, à moins qu'il y ait une question absolument existentielle là-bas, oui. Mais je crois qu'effectivement... Pardon, je suis désolé. Hein, mais on va juste un tout petit mon rôle de maître du temps est un peu celui du censeur. Là, j'en suis vraiment désolé. Je vais juste finir par un tout petit mot de conclusion. Voilà. D'abord, je tenais à remercier l'ensemble des participants à cette table ronde pour leur contribution, pour ce dialogue très riche qui montre surtout la nécessité de faire émerger un dialogue entre les organisations professionnelles. On a une cause commune à défendre et des intérêts communs, donc il est important de les préserver. J'attire votre attention sur la publication d'un communiqué par le STA, qui est le syndicat des très vieilleurs artistes-auteurs. Donc on est dans une émulation et dans une activité assez intense. C'est un communiqué qui est paru sur leur site et qui est je trouve très bien écrit. Ça s'intitule Non à l'automatisation des métiers de l'art, et je conclus en vous annonçant que la TLF va lancer dans les jours qui viennent une enquête auprès de ses adhérents pour savoir où on en est de cette pratique, parce qu'on ne sait pas, on n'a pas quantifié où on en était de la post-édition. On a besoin, pour pouvoir en parler, d'avoir des chiffres, de pouvoir savoir où on en est. Donc on va lancer une enquête. Et voilà, et je pense qu'on a eu quand même quelques pistes de lutte, en tout cas pour notre beau métier de traducteur et de biotraducteur. Voilà, je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup, un grand merci à tous les 5. Je crois que c'était passionnant, et je voudrais juste dire que c'était pour moi très important qu'on donne qu'on interroge les termes, qu'on soit vraiment... je veux dire, il a été prononcé les mots de réseau d'œuvre de l'esprit. Quand on utilise le mot réseaux neuronaux, je rappelle que Jean-Gabriel Ganassia, qui est quelqu'un qui fait partie du Comité national d'éthique et qui était à la première table ronde de l'Observatoire de traduction automatique, récuse ce terme. Il dit qu'il n'y a pas eu de saut technologique. Et je pense que c'est vraiment une utilisation idéologique de la terminologie, et que toutes les analogies anthropomorphiques que nous utilisons dans notre langage au quotidien doivent être utilisées avec parcimonie et avec précaution. Je voulais rajouter ça à titre personnel. Voilà.